merci à tous d'être là, présents ce soir dans ce bel endroit, avec cette belle vue sur Paris. Merci à vous, internautes, qui nous suivez à distance. Je me présente, je m'appelle Anne-Laurence Lénaf. Je suis là pour vous accompagner pendant 1h30 pour qu'on ait un échange ensemble dans le cadre de cette rencontre organisée par le LEM, cette rencontre PharmaFact, qui a pour objectif de créer un dialogue en fait entre citoyens et experts sur les sujets qui touchent au laboratoire pharmaceutique, à l'industrie pharmaceutique. L'idée étant d'avoir un échange le plus libre possible, sans tabou, sans filtre, sans voilà. Je vais me permettre tout de suite d'enlever ce masque. Alors, j'explique pour les personnes qui sont à distance. Nous avons décidé d'un commun accord que les experts qui vont répondre ce soir et moi-même allons retirer ce masque pour que vous nous entendiez bien et que je ne fasse pas ce genre de choses avec le micro. Les personnes qui sont dans la salle, présentes dans la salle, gardent le masque pour le respect en fait de ces gestes barrières et pour qu'on soit le moins nombreux possible à enlever ce masque. Voilà. Alors, avant de donner la parole aux experts qui sont présents pour qu'ils puissent se présenter, je vais vous expliquer un petit peu à tous comment on va fonctionner. L'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir un jeu de questions-réponses le plus dynamique possible. Nous avons des personnes qui sont présentes dans cette salle, en petit nombre aussi par respect des règles sanitaires. Vous êtes plus d'une centaine à nous suivre en ligne. Merci beaucoup d'être là. Je vais avoir accès aux questions que vous souhaitez poser pendant cet échange via une petite tablette qui est à mes côtés. Donc moi, je suis là en fait pour répartir un petit peu la parole, prendre les questions qui viennent de la salle, inviter nos experts à y répondre rapidement. Je serai là pour aussi vous faire signe si jamais voilà, ça déborde un peu. Et je suis là pour diffuser les questions qui viennent de nos internautes à distance. Je vous donne tout de suite la parole. Je vous demande s'il vous plaît d'enlever vos masques et de vous présenter en quelques mots. Thomas Borel pour commencer. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Anne-Laurence. Merci. On est effectivement tous très vigilants sur les masques et là on respecte les distanciations qui nous permettent de faire ça dans les meilleures conditions. Donc moi je suis Thomas Borel, je suis au LEM, qui est donc l'organisation représentative des entreprises du médicament, qui regroupe toutes les entreprises du médicament en France, 270 adhérents, et je suis moi en charge de tout ce qui concerne les questions de recherche, d'innovation, de santé publique et des questions aussi sociétales de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, je suis médecin de santé publique, moi de formation, et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans des entreprises avant de rejoindre cette organisation qui est le LEM. D'accord, donc vous avez un regard assez vaste sur tous ces sujets. On va pouvoir vous poser pas mal de questions. Merci. À vous. Bonsoir à tous, Catherine Rive, je suis directrice générale du laboratoire UCB, qui est un laboratoire européen basé à Bruxelles, et donc je dirige la filiale France pour ce laboratoire. Nous sommes également membres du LEM, de l'ensemble des entreprises du médicament, et je suis également présidente de la commission communication au sein du LEM. Voilà. Pharmacien de formation et puis complété ensuite par différents parcours dans ma carrière. Merci beaucoup. À vous. Oui, bonjour, je m'appelle Éric Bazeillac, je travaille également au LEM à côté de Thomas Borel. J'ai le plaisir au LEM de diriger l'accès au marché, les affaires économiques et les affaires internationales. Voilà, je suis médecin de formation et économiste de la santé. Voilà, et j'ai pas envie d'être un expert ce soir, j'ai plutôt envie d'être un témoin de l'intérieur. Voilà, vous me direz si cette posture me va bien, ou vous va bien plutôt. Merci à tous les trois. Beaucoup de questions vont être posées ce soir. On va essayer de couvrir différents sujets. Alors, je suis pas là. On va laisser libre cours aux échanges. Juste pour vous dire qu'on a un petit peu exploré déjà des premières interrogations. On a un petit peu vu les questions qui pouvaient être posées autour des laboratoires pharmaceutiques. Pour vous dire qu'on va évidemment revenir sur la question peut-être un peu brûlante d'actualité qui est la recherche d'un vaccin contre la Covid-19. On va parler ensemble de l'accès aux médicaments, de la question des prix, la question des
des pénuries. On a vu qu'il y a beaucoup de questions sur Internet sur ces sujets-là. On va pouvoir parler de recherche et d'innovation, revenir sur des critiques qu'on peut entendre des laboratoires pharmaceutiques sur la recherche. Où en est cette recherche? Est-ce qu'ils innovent? Les liens avec la recherche publique. On va aussi pouvoir parler ensemble des liens avec la société, les liens avec les médecins, avec les autorités, avec les médias. La question des fake news aussi va être... enfin, voilà, je ne suis pas là pour imposer les sujets, juste pour vous dire que tout ça est assez large, qu'on peut poser des questions sur l'ensemble de ces thématiques. Mon rôle à moi, ça va être d'essayer de regrouper un petit peu certaines questions et d'essayer de regrouper un petit peu les sujets. Mais normalement, la discussion est la plus libre et ouverte possible. J'ai oublié de vous dire, vous voyez peut-être, et peut-être vous aussi à distance, que nous avons beaucoup de soleil ce soir. C'est la lumière de Paris, ça arrive. Le soleil va tourner, ça va s'apaiser un petit peu. Voilà, on a choisi de garder la belle vue malgré tout. J'espère que ce n'est pas dérangeant pour vous à distance. Je vais peut-être me permettre de poser la première question et ensuite je ne ferai que passer les questions de chacun. Peut-être une question un peu, parce qu'on est un peu dans cette actualité-là, on voit qu'il y a, je me tourne vers vous Thomas Borel, parce qu'on voit qu'il y a une course un peu au vaccin dont on parle beaucoup dans les médias. Il y a plusieurs laboratoires qui sont engagés dans cette course. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un vaccin? Est-ce qu'on va avoir plusieurs vaccins? Combien ça va coûter? Il va y avoir des prix différents. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à y voir un peu plus clair en quelques mots dans cette course? Je vais essayer, Laurence, et je vais essayer à toutes et tous. Il est vrai que comme tout le monde, je suis dans beaucoup d'incertitudes sur tout ça, hein, évidemment. Ce qu'on voit depuis quelques mois dans cette situation sanitaire exceptionnelle, c'est aussi une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs de la recherche. Recherche publique, recherche privée, grands laboratoires, petits laboratoires, et tous ces acteurs-là ont réussi dans des maillages assez différents de ce qui est fait habituellement, c'est-à-dire agilité, capacité de se réunir assez vite, à ouvrir des pistes de recherche nouvelles pour avoir des vaccins, soit sur des modèles de vaccins qui sont connus déjà, qui sont utilisés pour d'autres vaccins, soit sur des modèles complètement révolutionnaires sur le plan scientifique et médical. Alors, cette course existe, elle est une course qui est, je dirais, plutôt collaborative actuellement, hein, collaborative entre des entreprises, des grosses entreprises qui décident de travailler ensemble parce qu'elles ont des capacités de recherche et de capacités de production qui sont complémentaires, des plus petites qui savent qu'elles ont besoin des grosses pour produire le vaccin parce que produire un vaccin c'est très compliqué, quel que soit le sujet, et puis des équipes de recherche publique qui sont maillées avec des acteurs privés pour avancer plus vite dans leur dynamique de recherche. La réponse, est-ce qu'on aura un vaccin? Oui, on aura un vaccin. Je pense précisément qu'on aura même plusieurs vaccins disponibles. Ouais. Donc c'est important. Quand, je ne sais pas, et je lis la presse comme vous, parce que tout ça avance très vite, et comme tout essai clinique, parce que ce sont des essais cliniques qui permettent de s'assurer de la validité du vaccin, le moindre problème de sécurité peut tout arrêter. L'efficacité, évidemment, est regardée de très près, mais le moins de problèmes de sécurité. On a vu ces derniers jours quelques essais cliniques qui ont été stoppés, peut-être temporairement, souhaitons-le. Et qui peuvent donc ralentir un petit peu. Et qui peuvent ralentir les processus. D'accord. Et je dis aussi aux personnes dans cette salle et sur le web, c'est que personne ne résigne sur le moindre point relatif à la qualité et la sécurité des développements cliniques, même s'ils sont dans une phase d'accélération extraordinaire. Normalement, on dit globalement pas loin de 10 ans, pour mettre un vaccin à disposition, toutes les étapes franchies. Et là, potentiellement, en un an peut-être, on aura quelque chose qui sera probant. Est-ce que c'est un sujet sur lequel quelqu'un souhaite réagir dans la salle? Non, pas de questions sur ce sujet-là? Peut-être juste rajouter un tout petit point sur le sujet, c'est que le vaccin a une particularité, c'est qu'il faut évidemment trouver le substrat et la possibilité d'avoir la réponse vaccinale efficace, mais il faut aussi le produire. Et le produire est un enjeu qui est totalement différent du médicament chimique ou d'autres médicaments. Il faut des unités de production et des capacités de production déjà extraordinaires pour des vaccins traditionnels. Et évidemment, dans la situation du Covid, avec l'objectif de servir la population entière, l'enjeu est phénoménal. C'est-à-dire qu'une unité de production de vaccins ne se construit pas comme ça en quelques mois. Pour le coup, il faut utiliser l'existant pour la majorité d'entre elles et s'appuyer sur l'existant pour que les entreprises qui vont trouver le ou les vaccins puissent effectivement produire Alors, je me permets juste de rebondir sur... J'ai une question là d'Olivier à distance qui dit, vous indiquez que la production de vaccins s'est accélérée, mais est-ce que la mise des vaccins sur le marché sera elle aussi accélérée?
Alors, ce qui sera sûrement accéléré, c'est que les processus d'évaluation des résultats qui sont faits par les autorités de santé seront des processus accélérés, comme il en existe déjà dans certaines situations, mais là qui seront d'autant plus accélérés que ce sera, je vais le dire simplement, en haut de la pile de tous les évaluateurs du monde entier et de ceux qui vont regarder les dossiers, qui ne sont pas les entreprises évidemment, qui vont regarder les dossiers et décider des autorisations. Et alors, autre question qui nous vient de Dominique et qui rejoint ce sujet. Il faut en temps normal il faut des années pour mettre un médicament sur le marché. Comment garantir la sécurité du prochain vaccin alors qu'on est dans un processus accéléré? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est tout l'enjeu du moment, c'est-à-dire que les normes, si vous voulez, des essais cliniques aujourd'hui sont les mêmes que pour un temps habituel, dans le sens tout ce qui est regardé, observé, monitoré dans les effets notamment secondaires des molécules ou des vaccins testés sont les mêmes. Ce qui sera important, c'est que quand le vaccin sera mis à disposition des patients, comme ça se fait déjà habituellement, le suivi de la mise à disposition des patients restera important pour éventuellement détecter d'autres effets qui ne sont pas toujours connus dans les essais cliniques. Mais je dirais que c'est comme ça que ça se passe aussi dans la vraie vie de la mise à disposition de traitements aux patients. Vous avez vu aussi... Allez-y, et puis je donne ce que disait Thomas. la parole à la salle. Récemment, il y a 9 CEO, 9 grands patrons de la pharma qui sont impliqués, précisément ceux qui sont impliqués dans la recherche de ces vaccins, qui ont signé un engagement en disant « nous irons au bout des études de phase 3 ». Vous savez, les études de phase 3 sont les études qui sont tout au bout, juste avant l'accès au marché, justement pour s'assurer que les médicaments sont lancés dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Donc il y avait un compromis, ça n'allait pas de soi. On aurait pu dire, considérant l'urgence, eh bien on va peut-être se passer de ces études. Non, l'engagement est pris et ce sont les 9 principales entreprises sur ce sujet. Qui ont pris cet engagement, d'accord. Exactement. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je voulais vous poser la question suivante. On voit que la recherche médicale est très focalisée sur la Covid actuellement. Est-ce que ça ne risque pas de se faire au détriment des autres pathologies et qui pourraient entraîner un retard justement sur la recherche médicale à moyen ou à long terme? À ce jour, absolument pas. Très clairement. Pourquoi? Parce que tous les projets de recherche qui sont engagés, ils sont nombreux. Juste pour que vous ayez des ordres de grandeur, sur les 2 dernières années, vous avez 5000 nouvelles études cliniques qui ont été ouvertes dans des tas de champs thérapeutiques. En oncologie, vous avez un gros tiers des essais cliniques qui portent sur le domaine de la cancérologie. Tout ça, c'est des projets de très long terme, puisque les entreprises, lorsqu'elles commencent ces projets de recherche, c'est pour plusieurs années. Donc les choses ne s'arrêtent pas, même s'il y a d'autres projets de recherche qui sont initiés dans le champ du Covid, qui ne sont pas que des vaccins d'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'on a aussi des projets de recherche qui portent sur des médicaments et qui souvent, eux, sont l'utilisation de médicaments antiviraux existants et le repositionnement de ces médicaments pour tester une réponse possible à la Covid-19. Vous souhaitiez intervenir? Pour compléter, donc dans les essais cliniques actuellement en cours, et notamment en France, c'est l'accès des patients. Est-ce que les patients peuvent aller à l'hôpital, par exemple, pour prendre leurs médicaments, pour pouvoir être dans un essai clinique? Et ça, c'est vraiment, je pense, un point de vigilance, parce qu'on a, en plus de ces essais pour le vaccin du Covid, on a également tous les autres essais qui ont été lancés, qui sont en cours et dont il faut continuer le recrutement. On a une autre question de la salle? Oui, bonjour. Bonjour, Benoît Thiolin. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview passionnante de ce matin de Pierre Charvaux, un grand virologue qui posait une question, je trouve, qu'on n'entend pas beaucoup. Il mettait en cause en fait la manière dont la recherche sur les vaccins se met en place depuis quelque temps, en mettant trop l'accent au fond sur la persistance des anticorps dans le sang, alors que les dernières études laissent penser que c'est davantage en réalité dans les muqueuses, alors nasales, pharyngées, et que du coup, en fait, toute l'approche, au fond, de la recherche sur cette course au vaccin était finalement mal engagée. En fait, c'est ce qu'il conclut d'ailleurs d'une étude qu'il a menée lui-même. C'est ma première question. La deuxième, elle est qu'on parle beaucoup, en réalité, dans la course au vaccin, de la capacité derrière de produire en masse ces vaccins. En gros, les gouvernements, que ce soit en France ou ailleurs, à la fois assignent aux big pharma, comme on dit, le soin de trouver très rapidement un vaccin, mais aussi d'être capable d'en produire. Et donc il y a beaucoup de débats sur le fait qu'en réalité c'est contradictoire et que c'est un frein à l'innovation, c'est-à-dire qu'au fond on demande 2 choses qui ne sont pas possibles, avec d'ailleurs une sous-question qui est qu'il y a beaucoup de doutes sur le fait que même les grands laboratoires pharmaceutiques seraient capables de produire ces fameuses 300 millions de doses en 3 mois. Je me permets de prendre ces 3 questions et de les... Qui souhaite répondre?
Peut-être Thomas, sur la première question, là on va rentrer. J'ai lu cette interview effectivement intéressante sur en gros les voies de recherche qui sont utilisées pour lutter contre la Covid-19. Beaucoup se sont orientés effectivement, on ne va pas faire de science plus détaillée ce soir, mais sur une approche des caractéristiques de la Covid. Après sur des approches de réponse vaccinale tout à fait différentes. Des approches avec de l'ADN, des approches avec des ARN messagers, des approches plus traditionnelles avec des adénovirus. Je vous passe tout ça, on fait court ce soir, mais donc ces voies sont là. Moi, je suis pas du tout en mesure, et là je dis médicalement et scientifiquement parlant, je n'ai pas le niveau d'un certain nombre de virologues qui seraient capables de critiquer est-ce qu'on n'a pas regardé, on ne devrait pas regarder d'autres pistes. Je pense qu'il y a, et je complète quand même en disant que, compte tenu du nombre de chercheurs dans le monde entier, y compris dans la sphère publique, qui sont en train de chercher sur des tas de pistes, moi je suis très confiant sur le fait que les bonnes pistes vont être trouvées. Je dis les parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on va avoir plusieurs types de réponses vaccinales qui vont être apportées. Sur la question de la production qui est intéressante et qu'on a vu apparaître aussi, on voit cette question se poser, au-delà de la recherche, il faut être en capacité de produire. Qu'est-ce qu'on... Eric, Bazaillac ? Je pense que la pluralité des laboratoires qui sont engagés est une partie de la réponse. Mais vous avez raison, c'est un vrai défi. Mais il y a plusieurs laboratoires qui mettront au maximum leur capacité de production en marche, parce qu'il y a quelque chose, et ça me permet peut-être de rebondir sur une question à laquelle on n'a pas répondu, celle du prix. Est-ce que ça sera cher ? Tout à fait. Non, ce ne sera pas cher. Ce ne sera pas cher puisque, les prix qui ont été cités aujourd'hui, que vous connaissez, que vous avez pu lire comme moi, c'était 2,50 € Sanofi et puis 10 € pour le vaccin d'Astra. Pourquoi ce ne sera pas cher ? Parce que, et ce fait est intéressant en fait, on a parlé de biens publics, de biens universels. Cette pandémie qui a un caractère universel, elle place au fond l'industrie pharmaceutique vers ce défi de l'universalité. Et c'est assez nouveau comme prise de conscience pour nous, il faut le reconnaître. On a accouché de ça dans la douleur. Moi, je me rappelle le procès de Pretoria, quand sont arrivés les premiers traitements dans le sida, ça n'allait pas de soi. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, cette industrie, l'industrie pharmaceutique, a complètement assimilé l'idée que son premier devoir, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble des patients du monde qui en ont besoin, les innovations qu'elle produit. Et donc ça s'impose. Et au fond, les raisonnements économiques doivent découler de cela. C'est-à-dire que la recherche ou la mise en place du modèle économique, elle obéit au primum movens, à la première raison qui est celle d'un accès universel. Voilà pourquoi le prix sera adapté à cette ambition d'accès universel. Je me permets de rebondir sur cette question du prix parce que c'est en effet une question qui préoccupe pas mal et notamment des internautes qui nous envoient des questions. Je lis pourquoi le prix des thérapies innovantes, pourquoi les prix sont-ils astronomiques ? Qu'est-ce qu'on peut expliquer ? Pourquoi est-ce qu'on a des prix si... Oui, je ne sais pas trop ce que veut dire un prix astronomique, mais je comprends parfaitement la question. Et je comprends parfaitement que quand on n'est pas au cœur de ces sujets, on puisse appréhender les chiffres qui sont cités, qui ont 3 zéros, 6 zéros parfois, comme étant des prix effectivement qui apparaissent très très importants. C'est pas facile le prix d'un médicament parce que pour essayer de l'expliquer simplement, on comprend tous qu'un médicament, quand on prend un comprimé comme ça entre les deux doigts, le prix d'un médicament ne peut pas se résoudre au prix de grammes de poudre qu'il compose. En fait, d'un point de vue économique, il faut comprendre le médicament comme le fruit d'un très long, très risqué et très coûteux parcours de recherche et développement, justement. Et il y a ces 3 notions dans le prix d'un médicament. Il y a la notion du risque qui est pris, il y a la notion du temps, il faut une dizaine d'années, vous le savez, entre le premier concept du médicament et puis le médicament que vous pouvez acheter à l'officine. La question du risque, c'est aujourd'hui en moyenne 7%, sur 100 molécules conçues au départ, il y en a 7 qui seront à l'arrivée, c'est important. Puis la question du coût, on parle d'1 milliard d'euros ou de dollars, et c'est une moyenne, c'est très variable en fait d'un projet à l'autre. Donc il faut comprendre le prix d'un médicament comme étant la résultante de ces 3 notions. Et après, quand on parle par exemple des thérapies géniques aujourd'hui, dont le prix va être de l'ordre du million d'euros, il faut aussi garder à l'esprit cette idée qu'une thérapie génique, c'est au fond un médicament qui, en une seule administration, vous propose la guérison. C'est-à-dire, au fond, la guérison, c'est quoi ? C'est un effet thérapeutique sur la vie entière. Et comparer le prix de ce médicament administré en une seule fois au prix auquel on est habitué, c'est-à-dire celui d'un traitement chronique qu'on prend tous les mois pour ceux qui, malheureusement, pâtissent d'une maladie chronique et jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, c'est aussi faux. Ça induit une erreur de perspective du même ordre que si vous compariez le prix d'un loyer
au prix de l'achat d'une maison. Voilà. Là, quand vous achetez une thérapie génique, ça vaut 1 million d'euros, mais vous achetez un effet thérapeutique qui va se prolonger toute la vie et qui est administré en une seule fois. Alors, quand vous achetez un traitement chronique, vous payez votre maison par loyer. Vous voyez, sur cette il question faut garder du prix, ça aussi en perspective. Sur cette question du prix, on a aussi plusieurs questions sur la transparence en fait des prix. Et j'ai une question là de Nicolas, une question de Sophie, pardon. À quand la transparence totale sur les prix des médicaments? Oui, alors là, je comprends la notion de transparence et je pense que c'est un chemin vers lequel il faut aller et de manière optimale. Maintenant, il faut s'entendre aussi sur le terme de transparence. Le prix, et on pourra y revenir, le prix du médicament est un prix négocié. On ne peut pas construire le prix d'un médicament comme on aimerait le faire parce que ce serait beaucoup plus facile, je le disais tout à l'heure, en mesurant des grammes de poudre. C'est un fait. On ne peut même pas construire, et je suis prêt à évidemment argumenter là-dessus, c'est vraiment, il faut crever l'abcès là-dessus. On ne peut même pas construire le prix d'un médicament en additionnant les coûts de recherche et de développement et en disant bah, là-dessus vous mettrez 20%, ce sera pour vos bénéfices. Hein. On ne peut même pas faire ça parce que le processus de recherche et développement est complexe et qu'il ne démarre pas par un médicament identifié pour arriver au même médicament à l'autre bout. C'est tout un pipeline qui va concourir à cela et l'idée d'individualiser ces coûts par médicament serait très très complexe. Donc le prix d'un médicament, c'est la résultante d'une négociation. Il faut mettre autour de la table de cette négociation les personnes que l'on juge aptes ou légitimes à négocier. Ça, c'est une première vraie question qui nous renvoie à l'idée de transparence. Qui doit être autour de la table et tout savoir des conditions de négociation du médicament? Évidemment, celui qui le vend, l'industriel. Évidemment, celui qui l'achète. Alors en France, vous savez, c'est un régulateur, hein, c'est le Comité économique des produits de santé. Ouais. Et moi, je pense, voilà un progrès qu'il faudrait faire. Je pense qu'il faut inviter la société autour de la table, parce qu'elle a son mot à dire. C'est elle qui perçoit le prix astronomique. C'est irrationnel comme notion, mais c'est pas grave. Il faut inviter, de mon point de vue, cette irrationalité autour de la table, parce qu'encore une fois, notamment sur l'accès, elle a son mot à dire. Donc voilà, le juste prix d'un médicament, c'est celui qui doit se négocier entre ces trois personnes. Mais à l'intérieur d'un contrat de prix de médicament, et je ne veux pas faire trop long, il y a des conditions adaptées, conventionnelles, qui relèvent du secret des affaires. Donc c'est ça un peu qui apparaît comme étant opaque. Mais en ouvrez fait, en tout cas ce sont des conditions de négociation qui ne peuvent pas être rendues publiques à cause des concurrents. C'est des questions très très juridiques. Mais la mécanique doit être rendue transparente. Il faut qu'on fasse plus d'efforts pour vous l'expliquer. Catherine Rive, pour peut-être. compléter, vous savez, quand on fait des études, en France, en tout cas, le prix du médicament est vraiment un des premiers éléments qui fait qu'on a aujourd'hui une très mauvaise réputation dans l'industrie pharmaceutique. On fait du profit, on nous cache tout, on ne sait rien. Et je pense que là où on doit faire, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir aussi, c'est un nouveau format, c'est de mettre beaucoup plus de pédagogie sur comment est fixé le prix d'un médicament. En France, c'est extrêmement régulé, c'est fixé par un comité, c'est fixé au regard d'autres prix dans d'autres pays européens, et donc ce n'est pas un prix qui est décidé uniquement de manière unilatérale par le laboratoire. Et je pense que nous avons là un travail à faire, qui a chacun d'entre nous, d'expliquer comment est fixé le prix du médicament, d'expliquer non seulement aux autorités, comme nous le faisons déjà à chaque fois qu'on va négocier un prix du médicament, par contre, l'expliquer également vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de tous les professionnels de santé qui sont en demande de cela. Alors, je me permets, on parle de pédagogie, pardon, je me dois d'en faire une aussi sur une question technique. Je m'adresse aux internautes qui nous suivent. Juste pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions en cliquant sur l'icône en haut à droite. Voilà. Parce qu'on a eu beaucoup de questions d'un coup. Et puis voilà. Donc, juste pour vous donner un petit peu l'aspect technique. Merci en tout cas de votre intervention. Juste en lien avec la question du prix, et on a aussi beaucoup de questions sur les pénuries de médicaments, et il y a une forte incompréhension sur comment on peut arriver à des pénuries en pharmacie. J'avais cette question-là qui a été posée plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur comment on arrive à des pénuries de médicaments? Alors, plusieurs éléments. D'abord, c'est une chaîne de fabrication qui est aussi assez complexe, qui va de la matière première,
quand on est dans du médicament chimique ou du biologique. Parfois, la matière première, c'est un substrat de saumon pour des héparines, par exemple. Donc, c'est des choses qui ne sont pas toujours simples à trouver et à produire correctement. Et donc, il y a une partie de cette production qui se fait dans certains pays qui produisent facilement des matières premières chimiques et qui, par ailleurs, pour certains d'entre eux, ont eu pendant de longues années des normes environnementales de production qui étaient sensiblement différentes des nôtres. Et d'ailleurs, les nôtres se sont accrues et c'est tant mieux. Donc, il y a eu une forme de délocalisation, il est vrai, de la production de la matière première dans certaines grandes régions de l'Inde, de Chine notamment. Donc, ça participe à une tension importante sur la chaîne qui fait que, deuxième point, la production du médicament fini, les médicaments que nous avons qui sont sous la responsabilité des entreprises, eux, souffrent d'une demande qui n'a fait que croître au niveau mondial. On dit que c'est à peu près 6% par an sur l'ensemble des médicaments. Et on peut s'en réjouir, ça veut dire que des tas de pays ont des accès aux soins qu'ils n'avaient pas auparavant. Et à un moment, il y a effectivement un différentiel important entre cette capacité de produire et cette capacité de répondre. Après, je passe toutes les raisons techniques qui font que la production est complexe, mais globalement, ce différentiel entre l'offre et la demande a accru de façon importante le phénomène des pénuries. Après, il faut regarder les choses, quand on parle des pénuries, quand on est un patient, moi je suis médecin, quand on est un patient, effectivement, on va arriver dans une pharmacie, on va vous dire vous n'avez pas de tel médicament, c'est un problème en soi. Maintenant, quand on regarde les choses d'un point de vue plus médical, on a quand même un certain nombre de médicaments pour lesquels on a des alternatives. Ils sont nombreux sur le même champ thérapeutique. Et donc là, moi, ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les pénuries de médicaments absolument essentiels pour la vie, pour la chronicité de certaines maladies, etc., qui manquent aujourd'hui au dispositif de prise en charge. Et ça, c'est souvent, effectivement, un point extrêmement de vigilance dans lequel les entreprises s'engagent beaucoup ces dernières années pour essayer de trouver des solutions. Je vois que la salle veut réagir, intervenir, allez-y. Pas directement sur ce sujet-là, à Salah Dari, mais je voulais poser une question plus globale et vous avez en partie commencé à la réponse, mais sur comment vous diagnostiquez, si vous me permettez le mot, la défiance qui est importante des citoyens, notamment en France, pas que, mais qui va d'une défiance de niveau 1 simple jusqu'à des thèses complotistes. L'étude que fait Conspiracy Watch chaque année, la thèse complotiste la plus partagée, presque par 25% des Français, c'est la thèse de l'entente des labos, des anti-vaccins, etc., etc. Comment vous avant de lutter, comment vous diagnostiquez ça? Donc, il y a deux chiffres que je retiens, vraiment qui ne bougent pas, en fait, depuis quasiment 10 ans. On a beau faire beaucoup de choses. Le premier, c'est 8 Français sur 10 ont confiance dans le médicament. 8 Français sur 10. Quand ils vont chercher une boîte en pharmacie, ils ont confiance dans le médicament. Par contre, seulement moins d'un Français sur 2 a confiance dans l'industrie du médicament. Et donc ce désamour et cet écart qui est très fort, et cette défiance vis-à-vis de notre industrie, de ce que nous faisons, est assez constant depuis de nombreuses années. Pour moi, le diagnostic est au niveau de 2 éléments. Le premier, c'est que la santé aujourd'hui est un bien qui suscite beaucoup de passion. On est malade, on sera un jour malade, on a été malade, donc on a des malades dans notre entourage, et donc la santé est au-delà d'un bien commun, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et vis-à-vis de cela, eh bien, on a des émotions, on a des débats passionnés autour du médicament. Alors, des réponses vis-à-vis de cela, je pense que si on avait une baguette magique pour que tout le monde nous aime, ce serait facile. Et je pense qu'aujourd'hui, et cela me tenait très à cœur d'être aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise, de témoigner sur tout ce que nous faisons, de représenter les 100 000 collaborateurs de l'industrie du médicament et de dire nous n'avons rien à cacher, venez nous voir, venez nous poser des questions. Et je pense que cela, j'espère, va participer quelque part à renouer ce dialogue, à renforcer cette transparence entre les entreprises du médicament et le public, les malades. Je me permets de rebondir parce qu'on a une question en effet en ligne de Claire qui dit voilà tout ce qu'on entend ce soir, notamment les explications sur la fabrication des prix, etc. Tout ça c'est très intéressant quand on prend le temps de la pédagogie.
comment distiller plus efficacement au grand public ces informations, notamment pour faire face aux fake news, comment gérer une épidémie sur les réseaux sociaux. Claire pose cette question, comment on peut faire pour être plus pédagogue et lutter contre ces fake news et ces... Alors, les fake news, c'est une vraie guerre. Hein. Je pense que c'est un vrai fléau aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? C'est encore une fake news dans la santé. Et c'est pas vous, je vais expliquer ça. C'est vraiment une information qui est fausse, qui est propagée de manière volontaire dans un but de nuire à quelqu'un. Donc, pour lutter contre les fake news, je pense, à mon avis, il faut s'y mettre collectivement. Et on voit hein, les GAFA, les autorités, les journalistes. Je pense que collectivement, tout le monde se met contre les fake news. Une des premières réponses, c'est d'être crédible, être sur le terrain vraiment des fake news hein, et vraiment pouvoir porter des éléments de preuve. Non pas aller contre vraiment se battre, mais vraiment apporter des éléments de preuve. Allez-y, Thomas Borel. C'est juste pour répondre à donner quelques éléments à Claire complémentaires. Une des difficultés des entreprises sur ces sujets d'information, c'est qu'elles sont extrêmement régulées par les lois, les textes réglementaires qui ne leur permettent pas de communiquer sur des tas de sujets, notamment quand ça concerne leurs produits. Donc impossible pour une entreprise de communiquer sur son produit au grand public. Elles ne peuvent faire que dans des normes qui sont actées par l'Agence du médicament auprès des professionnels de santé. Donc les fake news qui arrivent, qui sont extrêmement dommageables d'abord pour la santé des individus, mais aussi pour les entreprises bien entendu qui sont concernées. Les entreprises sont dans l'incapacité sur beaucoup d'axes pour lutter contre ça. C'est ce qu'on essaye, nous, de faire quand on le fait au titre du collectif, parce qu'on ne travaille pas sur ces questions spécifiques de produits, mais plutôt sur les fake news en général, avec Catherine qui vient d'expliquer. Mais du coup, c'est complexe, parce que les normes en vigueur pour l'information des entreprises du médicament sont extrêmement contraignantes. Est-ce qu'elle peut... Deuxième piste aussi, et moi j'ai un ado de 17 ans, hein, il est sur les réseaux sociaux, je crois, 5-6 heures par jour, et c'est de vérifier les sources. Parce qu'il arrive à la maison en disant qu'il ne faut pas porter les masques. Et donc, il faut vraiment inciter, dès le plus jeune âge, à vérifier les sources, à s'assurer différentes sources, et non pas être uniquement sur certains réseaux. Vous voulez réagir? Simplement pour aller encore un petit peu plus loin et pousser un petit peu, là, vous évoquez beaucoup de causes exogènes. Est-ce que tout de même, vous reconnaissez des espaces de responsabilité dans cet élément-là? Tout à fait. Je pense que nous sommes tous ensemble vraiment responsables de ce combat contre les fake news. Alors, rapidement, oui, Éric peut-être. Bazillac. Non, ou sinon, si vous préférez, Allez-y, comme vous allez-y. voulez. Non, je disais, pour aller au-delà hein, du sujet de la réputation et des fake news, moi, je pense que cette industrie, notre industrie, hein, et on l'aime tous passionnément, hein, donc, elle a un problème de contrat social. Moi, je pense qu'il faut aller jusque-là. Au fond, historiquement, l'industrie pharmaceutique, c'était un fournisseur de médicaments. Voilà. Donc, on fournit des boîtes et notre objet social, c'est de fournir des boîtes. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça, en réalité, tout le monde le sait, parce que nos médicaments ont un impact extraordinaire sur les sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent. Et inversement, d'ailleurs, l'efficacité de nos médicaments ou la façon dont ils sont perçus sont très dépendants des sociétés. Et donc, il faut qu'on redéfinisse quelque part, de manière très explicite, qu'on réfléchisse, avec, à mon avis, dans une sphère très ouverte, quel est le contrat social qui nous lie aux sociétés dans lesquelles on s'inscrit. Ça veut dire quel est notre espace d'engagement, de responsabilité, et quel est l'espace légitime sur lequel on peut créer de la valeur, comme disent les économistes, hein, c'est-à-dire effectivement gagner de l'argent, faire fonctionner le modèle économique. Et tant qu'on n'aura pas posé clairement ces sujets, dans plusieurs champs, celui de la recherche et du développement, on voit bien, Thomas le disait, il y a la recherche académique, mais il y a aussi la recherche ou le développement industriel. Comment on partage le risque et la valeur dans tout ça? Comment est-ce qu'on modifie nos relations avec ce qu'on appelle nos clients, c'est pas un joli mot, les médecins, notre environnement, ceux qui nous entourent? On ne peut plus faire comme on faisait dans les années 80, c'est plus possible. Comment est-ce qu'on agit sur notre environnement? Là aussi, peut-être demain une économie circulaire du médicament. Vous voyez, ce sont des sujets de contrat social. J'emploie peut-être un grand mot, mais je crois vraiment qu'il faut aller jusque-là quand on veut réfléchir sur la réputation. Vous souhaitiez prendre la parole?
Oui, j'avais une question qui était plus sur les innovations, parce que là, on fait des constats que la société change, qu'il y a des fake news qui se diffusent, il y a de plus en plus de ruptures, donc en fait, le monde de la santé change. Et du coup, pour les laboratoires, on peut s'interroger sur les innovations qui peuvent être utilisées pour anticiper ces ruptures, les prévenir, des solutions comme de l'intelligence artificielle ou autres, et quelles sont aujourd'hui les pistes qui sont avancées là-dessus. Alors, Thomas Borel, vous souhaitez répondre? Quelques éléments, parce que ça va être une discussion passionnante, mais alors pour quelques éléments sur les éléments, ce que vous évoquez là, le lien entre innovation et rupture important. Je vais vous donner un exemple très concret. Depuis quelques mois, le secteur pharmaceutique français est en train d'organiser un système d'information partagé entre les entreprises pour mieux connaître les stocks existants entre les entreprises en situation de tension. On n'est pas des niveaux d'intelligence artificielle, mais c'est quand même la création d'un système d'information ad hoc pour mieux renseigner, notamment l'Agence du médicament, quand la tension existe sur un produit pour que le stock des alternatives soit connu. Initiative des entreprises, construction à partir d'un modèle d'information. C'est pas l'intelligence artificielle, encore une fois. Après, sur les sujets plus d'intelligence artificielle que vous évoquez là, il y a des tas de champs d'innovation qui sont des innovations pas que thérapeutiques, mais ce qui va accompagner le médicament, notamment au travers de l'analyse de données. Et ça, c'est un vivier énorme d'identification des cibles de traitement potentiels, des caractéristiques d'individus sur la façon dont ils vont pouvoir répondre au traitement, sans parfois même avoir à tester le médicament en amont. Dans la recherche, c'est très employé. Et bien entendu aussi dans le suivi, parce que le suivi des médicaments, dans ce qu'on appelle, entre guillemets, en vie réelle, est une composante importante de la recherche. Et toute cette masse de données est une composante d'innovation importante aussi. Je voudrais juste revenir sur la question de la crédibilité un petit peu des entreprises du médicament. Vous citiez tout à l'heure, donc c'est une question de Mila qui dit « Renvoyer vers des sources fiables, oui, mais comment donner confiance en ces sources? Comment rendre la parole des entreprises crédible ?» Tout à l'heure, vous évoquiez le fait de renvoyer vers des sources fiables, mais comment on fait pour sortir de cette crise de crédibilité? Non, je t'en prie. Catherine Rive, allez-y. le temps de réfléchir. Bien joué. Comment, je pense qu'aujourd'hui, et on voit dans le débat public, tout ce qui est autour de la santé, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une émission, un reportage sur l'industrie médicament, sur la santé, dans laquelle l'industrie du médicament est pointée du doigt, est diabolisée, etc. Je pense que la crédibilité, eh bien, elle va se gagner par des faits. À nous d'être là, à nous d'expliquer, à nous de créer la confiance, elle ne se décrète pas comme ça. Je pense c'est bien d'annoncer, mais à nous de s'assurer, par exemple, qu'on n'ait pas de rupture de stock, pour commencer, sur certains de nos médicaments. À nous d'être là avec les patients, avec les professionnels de santé pendant cette phase de crise sanitaire. Et je pense qu'avec cette accumulation de faits, eh bien, on va être de plus en plus crédible. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est, je dirais, qu'il faut ouvrir le kimono. Donc, il faut être transparent. Il faut venir voir ce que nous faisons. Il faut expliquer ce que nous faisons. Et ça va être repris. Ça, c'est pas bien, ça. Et donc, il faut vraiment... voilà, nous n'avons rien à cacher. Il faut vraiment que le public, et je pense en particulier au public, mais également les professionnels de santé, les jeunes médecins, les jeunes pharmaciens, il faut qu'ils viennent nous voir et comprendre ce que nous faisons. Et je pense que ça va contribuer à démystifier complètement, et cela nous rendra, à mon avis, beaucoup plus crédible. Thomas Borel, vous souhaitiez juste réagir? rajouter un point. Bon, dans le contexte de la société de défiance assez importante qu'est notre société, santé particulièrement, mais pas que, moi, on est convaincu que chacun doit être dans son rôle aussi dans tout ça. Je veux dire, je vais vous donner, on va prendre un sujet évidemment qui a fait l'objet de beaucoup de fake news et de polémiques sur la vaccination et sur le déficit de confiance vaccinale des Français. Moi, je dis à ce moment-là, ce qui s'est passé quand la précédente ministre de la Santé a décidé de rendre obligatoire des vaccinations, sans jugement de valeur sur le sujet, c'est le pouvoir public était dans leur rôle de prendre des décisions qui étaient claires pour le coup.
Les scientifiques avaient leur rôle. Eux, ils savent très bien que la couverture vaccinale, elle doit être à plus de 90% pour la majorité des valences qui sont concernées. Les entreprises, pendant cette période-là, n'avaient rien à dire. Et d'ailleurs, elles n'ont rien dit. Parce que leur rôle n'est pas de dicter une politique vaccinale d'un pays. Je prends cet exemple-là parce qu'on a beaucoup travaillé sur cet enjeu qui est juste majeur pour nous tous, hein, de confiance vaccinale et de ses répercussions, sur qui doit faire quoi dans ce jeu-là, dans ce rôle-là, dans cette activité-là. Les entreprises, elles doivent produire, elles doivent mettre les vaccins à disposition et elles doivent accompagner avec les recommandations de bonnes pratiques qui sont dictées par les pouvoirs publics pour que la vaccination se fasse bien. Elles doivent suivre leur traitement pour s'assurer de la sécurité et puis, en substance, c'est ça leur rôle. C'est pas d'édicter une politique vaccinale, ce qu'elles ne font évidemment pas, mais en l'occurrence, elles étaient complètement en retrait. Et ce que je voulais juste souligner, c'est que le rôle là, en l'occurrence des pouvoirs publics, était de prendre une décision et de dire oui, ça doit être obligatoire pour 11 valences vaccinales ou non, ça doit pas être obligatoire. Et c'est ça qui a permis aussi d'éteindre un petit peu la montée en puissance d'un certain nombre d'acteurs qui alimentent le sujet de fake news sous des théories qui sont parfois complètement je voulais vous poser une autre question que je vois une question d'Oriane. J'espère que je la restitue bien. Les entreprises du médicament contribuent à l'amélioration de la santé, bien commun de notre société. Toutefois, ces entreprises ont du mal aujourd'hui à se positionner face au mouvement des entreprises à mission, entreprises altruistes ou B Corp. Pourquoi ? Ça va revenir sur... Pardon, Eric évoquait tout à l'heure le pacte social à engager. Alors, c'est un bon point. Vous avez quelques entreprises du médicament qui sont en train de s'engager sur ces entreprises à mission, qui sont donc cette définition nouvelle du rôle des entreprises, pour ceux qui connaissent, sont un peu moins au fait de cela. Les entreprises du médicament, collectivement, là, sont en train de travailler sur justement une définition, ce qu'évoquait Eric à l'instant, de la mission sociétale des entreprises, pour pouvoir avancer sur cette dimension collective, et donc du coup embarquer un peu mieux le pacte ou la relation avec la société, avec toutes les composantes du champ sociétal. Hein. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'environnement, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des politiques sociales, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la société au sens large du terme. Et donc ce sont des travaux qui sont en cours. Tout ça est assez récent, hein. La loi Pacte, c'est 2018. Alors, je voudrais, on a des questions sur la recherche et l'innovation, mais donc on va y arriver, mais je vois qu'on a aussi plusieurs questions qui rejoignent un sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la question de la relocalisation possible de la production de médicaments en Europe ou en France. Est-ce que cette relocalisation, est-ce qu'elle pourrait avoir un impact sur les prix ? Je vais laisser Eric compléter sur un point, mais moi je vais du coup rebondir en amont, pardon Eric, pour dire que tout à l'heure je n'ai pas évoqué une des causes des pénuries. C'est que le modèle économique, pour certains médicaments, est devenu un modèle économique qui n'était plus tenable. Pour certains médicaments qui sont souvent très anciens, qui sont vendus à quelques centimes le comprimé ou à quelques euros la boîte, et que compte tenu des coûts qui ont fait qu'augmenter ces dernières années de la production pour le secteur pharmaceutique comme pour tout autre domaine, le modèle économique ne tient plus. Sachant que dans les entreprises pharmaceutiques, vous n'avez pas que des big pharma, vous avez aussi des tas de petits acteurs qui sont des PME. Et certains qui ne font que de la production d'ailleurs. Donc il y a un moment, il y a un sujet du modèle économique et du coup la relocalisation. Alors, je me permets juste avant de vous donner la parole, Eric Bazeilhac, pardon, sur la relocalisation, on a à la fois cette question sur est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix, et Hélène nous demande aussi est-ce que ça peut contribuer à retrouver la confiance dans les entreprises du médicament. Donc il y a ces deux aspects. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bien sûr, c'est un sujet qui a été posé à travers la crise Covid et ça s'est révélé à nos yeux. Pas nous, parce qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on raconte cela, mais là, c'est devenu vraiment de notoriété publique. La délocalisation, comme l'expliquait très bien Thomas, est d'abord la résultante d'une problématique économique. Pour comprendre ça simplement, prenez conscience que le budget du médicament, que consacre notre pays aux médicaments, en net, une fois que toutes les remises sont payées, n'a pas bougé depuis 2009. Personne ne le sait, ça. Mais nous gérons le médicament en France dans la même enveloppe budgétaire depuis 2009. 2009 égale 2019. Or, vieillissement de la population, chronicisation des maladies, arrivée de l'innovation. Il faut quand même voir les chocs d'innovation qu'il y a eu. Ce sont des chocs très positifs. 2014, nouveau traitement de l'hépatite C. 2016, les immunothérapies anticancéreuses. Et là, maintenant, les thérapies géniques. Tout ça dans la même enveloppe. Comment ça a pu contenir ? C'est contenu parce que le Comité économique des produits de santé, il a très bien fait son travail, il a fait de la régulation des prix sur les produits les plus matures. Et c'est l'érosion des prix des produits les plus matures. Et si vous allez en pharmacie, vous vous rendrez compte que les produits qui existent depuis longtemps valent vraiment pas cher, quelques euros, quelques centimes parfois. Eh bien, c'est cette érosion des produits les plus matures qui a permis de financer l'innovation. Mais il y a toujours plus d'innovation, et c'est tant mieux dans cette enveloppe. Il est arrivé
qu'on a atteint un seuil en deçà duquel, évidemment, les produits matures en question ne pouvaient plus être produits en France. Si vous rajoutez à cela les normes, le poids des normes, etc., d'où délocalisation. Donc, pour répondre à la question dans l'autre sens, mais elle découle de cette explication, oui, pour relocaliser, d'abord, nous pensons que relocaliser en France n'a pas beaucoup de sens. Il faut penser l'échelle européenne. Chaque pays européen ne va pas dire « je veux toutes les productions essentielles dans mon pays », ça n'aurait évidemment pas de sens. Donc là, l'Europe a un vrai sens. Relocaliser, c'est évidemment inventer le modèle économique qui va avec et qui nous permettra de garder nos standards de normes environnementales, parce qu'on n'a pas du tout envie de baisser la garde sur ce sujet-là, et qui nous permettra de maintenir nos usines effectivement sur notre territoire. Catherine Et pour répondre à Hélène, je pense que clairement, aujourd'hui, quand on va à la pharmacie et qu'il y a une boîte qui est en rupture, il y a marqué « rupture labo ». Et ça ne contribue pas à la bonne image des industries du médicament. Donc, une de nos priorités, c'est vraiment s'assurer qu'en France, chaque patient puisse avoir le traitement qui lui a été prescrit. Alors, je me permets juste sur cette question de la vente des médicaments. On a une question d'Armel qui est quelle est votre position sur la vente de médicaments à l'unité plutôt qu'en boîte? Alors, je sais pas, non, si vous voulez, la vente de médicaments à l'unité, compliquée sur le plan justement des normes de sécurité, de qualité des produits. On n'a fait que rendre de plus en plus importantes ces normes-là. Je vous en donne une, sans rentrer dans la technique, qui vise à éviter que les médicaments falsifiés, des médicaments falsifiés puissent être utilisés partout dans le monde. Nouvelle norme, mais qui dépend des boîtes. On ne peut pas se mettre sur des comprimés. Donc en l'occurrence, qui existe depuis 3 ou 4 ans au niveau européen, et très bien, d'ailleurs, le secteur la soutient fortement, puisque personne, du côté des entreprises, n'a intérêt à ce que des médicaments falsifiés puissent être utilisés. Et donc ça, du coup, compliqué de mettre en place des expériences, du médicament à l'unité de façon systématique. Après, dans certains cas de figure, ça va être le cas pour les antibiotiques typiquement, sur des durées de traitement courtes, et parce que le fait de prendre trop d'antibiotiques génère aussi des résistances et que c'est pas bon pour personne, nous tous citoyens, évidemment, ça peut être intéressant de le mettre en place. Voilà. Et juste pour finir, exemple des autres pays, notamment au Royaume-Uni, qui le mettent en place, ça marche pas beaucoup mieux, c'est plus à risque aussi pour les patients. Donc finalement, on est plutôt satisfait de maintenir les médicaments dans des boîtes. Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce qui fait qu'il reste des médicaments dans une armoire à pharmacie chez soi? Le premier facteur, c'est le problème de l'observance. C'est-à-dire quand bien même le pharmacien vous donnerait les 30 comprimés dont vous avez besoin à raison d'un par jour pour un mois, si vous n'êtes pas observant, vous vous arrêterez au 18e jour et vous en restera 12. Voilà, donc c'est vraiment un sujet compliqué. Alors, pardon, je reviens sur, parce que les questions m'arrivent un petit peu au fil de l'eau. Martine demande, certains labos envisagent-ils de se réimplanter sur le territoire, en zone ZRR en particulier? Alors j'avoue que zone ZRR, on a beaucoup d'acronymes, peut-être vous connaissez? Ah d'accord. Merci beaucoup. Alors peut-être que dans le plan de relance qu'a initié le président de la République, il y a effectivement des incitatifs pour être dans les zones ZRR, sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises, elles, ont le souhait d'investir dans des zones sur lesquelles il y a des espaces pour le faire. Il faut aussi des écosystèmes, c'est-à-dire des complémentarités entre des acteurs locaux, des dynamiques locales, etc. Des prestataires aussi qui vont travailler avec les entreprises. Après, je reviens sur le propos d'Éric, le sujet de la relocalisation, il faut la regarder au niveau régional, c'est-à-dire européen. Même si en France, j'espère que la France, on espère tous que la France en prendra sa part, si je puis dire. Mais c'est parce qu'on a effectivement suffisamment de médicaments et d'enjeux de production pour le regarder au niveau de la région Europe. Ce sont des logiques d'écosystème, c'est-à-dire une entreprise toute seule à la campagne comme ça n'a pas beaucoup de sens en pharma. Il faut que ce soit à côté d'activités complémentaires, la recherche clinique notamment, tout ça c'est un tissu. Et de plus en plus on va vers ces notions intégratives d'écosystème pour favoriser. On sait que c'est un facteur d'attractivité. Là où il y a une université, des chercheurs, des endroits où on peut faire des études cliniques, il y a une usine. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Je me permets de revenir sur une question d'image. Ah, pardon, vous vouliez dire... Je vais juste, parce que c'est un sujet qu'on a vu plusieurs fois, et après je vous donne la parole. Il vous a pas échappé qu'il y a un reportage d'Arte qui s'appelle Big Pharma, qui a été diffusé, assez critique sur
sur l'industrie pharmaceutique. Mathieu demande qu'est-ce que vous répondez au reportage Big Pharma d'Arte qui décrivait une industrie obsédée par les profits au mépris de la santé des individus. Oui, enfin, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est compliqué, on ne va pas répondre. Moi, je trouve que il faut arrêter d'essentialiser, pardon du mot, de l'industrie pharmaceutique sur ses dérives. Il y a eu des dérives, il y a des dérives, on peut faire des reportages entiers sur les dérives, on pourrait le faire d'ailleurs sur plein d'autres activités. Alors, dans le domaine de la santé, elles sont particulièrement résonantes et on comprend pourquoi. Mais est-ce que ça mérite de systématiser ces dérives et d'en faire l'archétype d'une industrie qu'on souhaiterait condamner? En général, ceux qui font ça ont une petite arrière-pensée idéologique, politique, que je respecte parfaitement, hein, mais ils jettent un peu, au fond, l'eau avec l'eau du bain capitaliste, si j'ose dire, le système de l'industrie pharmaceutique. Moi, je pense que face aux dérives de l'industrie pharmaceutique, il faut les regarder en face, sûrement pas le déni. Il faut se demander si elles sont effectivement des dérives ou si elles sont effectivement révélatrices d'un problème systémique. D'accord. Et quoi qu'il en soit, il faut effectivement se demander ce qu'on tire comme leçon de cela. Moi, je répondrais tout simplement, venez voir, vraiment, si vous voulez vraiment apprendre. Le LEM a mis sur le site lem.org, donc LEEM.org, 100 fiches du médicament, 100 fiches sur l'industrie du médicament. C'est accessible à tous. Allez chercher une fiche, renseignez-vous, venez voir, appelez-nous, et je pense que c'est pour moi le meilleur moyen de démystifier encore ce que nous sommes. Je me retourne vers la salle, allez-y. Pour rebondir sur le sujet de l'innovation et un peu sur ce sujet de défiance, dans l'actualité là, très récente, je crois que ça date même d'hier, la démarche de plateforme Health Data Hub a été, qui semble peut-être très saine. Enfin, ça m'intéresse de vous entendre sur le sujet. Vous pouvez nous expliquer à nous, pauvres... D'accord, on vous laissera faire. De données santé Ouais. a été justement poussé peut-être à cause de la défiance par je crois, presque une dizaine d'associations. On a été jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État donne plutôt raison, mais pas le fait d'avoir choisi Microsoft. Enfin, voilà, ça m'intéresse de vous entendre. C'est une innovation. Ça me semble peut-être plutôt dans le bon sens. Et du fait de la défiance, on vous autorise pas trop le droit de le faire. En deux mots, oui, ce que c'est. En fait, le Health Data Hub, c'est un outil qui a été mis en place par les pouvoirs publics depuis 2 ou 3 ans, qui est en fait la consolidation de données de santé, de nos données de santé, notamment nos données de remboursement ou nos données de prise en charge à l'hôpital. Pourquoi est-ce que ça a été fait? Ça a été construit pour pouvoir utiliser au mieux ces données, pour faire de la recherche, pour identifier des malades, etc. Donc un potentiel énorme pour la recherche française au sens large du terme. Hein. Ce n'est pas du tout les entreprises du médicament. Les entreprises du médicament, d'ailleurs, travaillent avec ce Health Data Hub pour essayer de croiser des données de la recherche privée avec la recherche publique et d'optimiser au mieux les travaux qui sont conduits pour les uns et les autres. Voilà. Après, sur le sujet précisément, je veux dire, nous, on n'a pas d'avis sur le lien entre Health Data Hub et Microsoft. Ça fait l'objet évidemment de débats. On est à nouveau, on souligne quelque part, vous soulignez quelque part la notion de défiance et la notion extrêmement importante, et je peux vous dire que dans les entreprises, on en a pleinement conscience, de sensibilité de la donnée de santé. Parce que les entreprises du médicament qui travaillent depuis des années sur des données de santé, évidemment anonymisées, etc., dans la recherche, sont bien conscientes et sont extrêmement aussi régulées à nouveau, parce que ce sont des données qui sont sensibles. Et personnellement, moi je vais vous dire à titre... Pardon, il faut pas croire que un laboratoire pharmaceutique dépose un projet pour aller identifier où se trouvent les patients. Le Health Data Hub ne sert pas du tout à cela. L'idée, c'est qu'on est tous ensemble, parce que les savoirs, les connaissances, qu'on travaille tous ensemble pour améliorer la prise en charge d'une maladie des patients. Donc nous, personnellement, on a soumis par exemple un dossier dans l'ostéoporose pour identifier les femmes qui ont des fractures, pour comprendre comment les traiter, comment les mieux prises en charge. Ce projet a été porté par une association de patients. Voilà. Donc, je pense que la donnée en santé est très sensible. Elle est agrégée, donc ce n'est pas le laboratoire qui sait où se trouve Madame Dupont et ses pathologies. Et ça fait partie des mythes
à nous d'expliquer, comme on a des mythes en disant que l'assurance connaît tout sur notre profil et donc on n'aura pas les prêts bancaires adéquats. Je voudrais juste ajouter un point ou Et deux parce que ensuite, c'est on donne la parole super à la sensible salle. pour nous tous. Allez-y. Hein, c'est pas un Ouais. sujet d'entreprise. D'abord, c'est que la France est plutôt assez en avance sur ces questions-là depuis longtemps. L'existence d'organisations comme la CNIL, etc. Elle est plutôt d'ailleurs porteuse de ce qui est maintenant le règlement européen sur le fameux RGPD, pour prendre un autre acronyme, sur la protection des données. Et le deuxième point pour le Health Data Hub précisément, c'est que vous avez des instances gouvernementales qui sont proches du Health Data Hub, qui visent à ce que les projets de recherche qui sont déposés, qu'ils soient publics ou privés, soient à des fins d'intérêt public. Donc c'est systématique. Donc il n'y a pas de projet de recherche qui soit des entreprises ou d'autres qui sont faits pour d'autres sujets que de l'intérêt public. Une question? Je ne sais pas, je ne parle pas vraiment de ça, mais on a parlé de dynamique européenne et d'innovation. Est-ce que l'Europe et donc les entreprises pharmaceutiques européennes sont prêtes en fait à étudier la cause de l'antibiorésistance? Vous en avez parlé, c'est un vrai problème de santé publique. Actuellement, est-ce qu'on peut avoir cette dynamique européenne afin de lutter contre ça et du coup d'avoir de réels résultats? Juste un mot, nous partageons tous l'enjeu majeur qui est celui de l'antibiorésistance et la sous-estimation. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu le sujet? Le sujet, alors c'est compréhensible pour tout le monde. Résistance aux antibiotiques, donc de plus en plus fréquente, peu de réponses nouvelles d'un point de vue médicament. Ouais. Et comme elles sont de plus en plus fréquentes et, les bactéries en question de plus en plus résistantes, à un moment, vous avez beaucoup de patients qui vont décéder ou qui décèdent aujourd'hui par les résistances de ces traitements-là. D'accord. On n'a pas de nouvelles réponses, beaucoup de nouvelles réponses d'un point de vue nouveaux antibiotiques. Évidemment, depuis la pénicilline, beaucoup de choses sont arrivées, mais pas tant que ça. Donc l'enjeu, il est majeur d'un point de vue mondial, international, évidemment pour nous aussi français. Voilà, pour répondre un peu plus précisément à votre question sur la perspective des entreprises du médicament. Très humblement, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer ou pas mais il y a une panne de la recherche des entreprises du médicament, on peut le dire comme ça, par rapport à d'autres domaines. L'oncologie, il y a plein de molécules qui arrivent innovantes dans les antibiotiques, relativement peu. Les entreprises du médicament, en juillet dernier, ont décidé de faire quelque chose qui est de fond, pour la première fois, de se réunir et de lever 1 milliard d'euros pour mettre à disposition ce milliard pour favoriser la recherche et des partenariats avec des biotech. Je le souligne parce que c'est assez rare que des entreprises qui sont elles-mêmes dans un champ concurrentiel se réunissent pour financer de façon collective des biotech ou des équipes de recherche publique qui vont continuer à avancer sur des projets de recherche innovants pour répondre à l'enjeu de l'antibiorésistance. Peut-être sur la question on a plusieurs questions en ligne sur la question des brevets. Oriane nous demande, pouvez-vous s'il vous plaît revenir sur la façon dont a évolué la politique des brevets vis-à-vis du droit d'accès au marché pour les pays les plus pauvres? Éric Bazéac? Oui, enfin, la notion de brevet, et on va peut-être, je pense qu'il y a l'arrière-pensée derrière cette question, je ne veux pas interpréter les questions, mais c'est la thématique de l'accès d'une manière générale et qui ne met pas en cause que le brevet. Il y a aussi la question derrière du prix, évidemment, pour les pays en développement. Le brevet, c'est véritablement quelque chose qui est fondamental dans le modèle économique de l'industrie pharmaceutique. Et c'est à partir de la notion de brevet que cette industrie peut être innovante et peut apporter du progrès thérapeutique. Et nous, on a beaucoup de mal à expliquer ça et on voudrait vraiment défendre ça. C'est le cœur de notre modèle. C'est-à-dire que, si vous voulez que... on a expliqué tout à l'heure à quel point il était long de mettre au point un médicament, une dizaine d'années avant de le mettre sur le marché. Quand ensuite il est sur le marché, pour rentabiliser, pour amortir tous ces coûts de recherche et développement, il faut bien qu'il y ait un certain temps pendant lequel les revenus que vous allez tirer de ce médicament puissent amortir ce que vous avez dépensé et surtout vous permettre de réinvestir dans de nouvelles innovations. C'est comme ça que fonctionne ce cercle extrêmement vertueux, économiquement et sociétalement parlant. Et donc cette période pendant laquelle on vous autorise à tirer des revenus de votre innovation sans qu'elle soit concurrencée immédiatement, parce que vous avez quand même bossé pendant 10 ans avant en investissant uniquement de l'argent, eh bien ça s'appelle le brevet. Si vous détruisez les brevets, vous détruisez véritablement ce cœur fondamental. On pourra peut-être réinventer d'autres systèmes, mais en tout cas celui-là produit beaucoup d'innovation, on le sait. Alors derrière ça, il y a la question du prix aussi. Ouais. Et depuis quelques années, pas si longtemps,
les nouveaux traitements de l'hépatite C, ça a été après le VIH, mais les nouveaux traitements de l'hépatite C se sont implantés dans le monde déjà sous cette nouvelle règle. On pratique ce qu'on appelle la politique de prix différencié. C'est-à-dire qu'on admet que pour satisfaire le modèle économique global, mondial de l'industrie pharmaceutique, on puisse vendre des médicaments à un tel prix dans des pays développés, en Europe, aux États-Unis, et à tel autre prix dans des pays où il faut le rendre accessible. Donc on a des prix adaptés aux capacités d'acquisition des pays dans lesquels on a pour vocation effectivement de permettre l'accès. Par exemple, quand les nouveaux traitements de l'hépatite C sont arrivés sur le marché, ils valaient plusieurs dizaines de milliers d'euros en France, 42 000 euros, et en même temps en Égypte, 900 euros. Donc cette politique de prix différencié alliée au brevet, c'est véritablement ce qui permet d'avoir de l'innovation et d'atteindre cet objectif d'universalité de l'accès. D'accord. Est-ce que d'autres questions de la salle? J'en ai. Sinon, Sophia, pardon, excusez-moi, revient sur une question dont on entend beaucoup parler, qui est pourquoi autant de médecins travaillent-ils pour les labos et est-ce légal? Catherine Rive, est-ce que les médecins travaillent dans l'industrie du médicament? Est-ce qu'ils travaillent pour les labos? Alors, je pense que la question, c'est les liens d'intérêt, j'imagine, entre les labos et les médecins, plus que les médecins qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous démontré, pour trouver un médicament, pour traiter une maladie, on ne peut pas être seul. Donc aujourd'hui, les médicaments sont prescrits par des professionnels de santé et notamment des médecins. Donc les médecins aujourd'hui ne travaillent pas pour les laboratoires, ils ne sont pas à la merci des laboratoires, ils ne sont pas dictés par les laboratoires, ça c'est un mythe. Par contre aujourd'hui, il y a des liens entre les médecins et les laboratoires, ou certains médecins, ou au-delà des médecins de l'académie en général, certains centres de recherche avec les laboratoires. Pourquoi? Parce que nous devons travailler tous ensemble pour trouver un nouveau médicament ou pour soigner une nouvelle maladie. C'est ça le problème, c'est qu'on confond lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Ouais. Et conflit d'intérêt, c'est quand vous avez un médecin qui effectivement a travaillé parce qu'il a été investigateur dans un essai clinique avec un laboratoire et qui appartient en même temps à une commission qui doit juger ou évaluer ce médicament. Là, il y a un conflit d'intérêts. Et ça, c'est pas normal. Chacun doit être à sa place. On disait, Catherine, très justement, que c'était un élément de la crédibilité de demain pour les laboratoires pharmaceutiques. Le lien d'intérêt, c'est quand vous acceptez de travailler avec celui qui fabrique le médicament. Mais il viendrait jamais à l'esprit de personne de remettre en cause l'idée que les pilotes de ligne puissent ne pas parler à Airbus, par exemple. On se dirait même, mais c'est criminel, il faut que ces gens se parlent. Il faut que celui qui fabrique l'objet qu'on utilise tous les jours parle à celui qui l'utilise. Et la question, c'est que doivent-ils se dire? Et comme le disait Catherine, tout ça, c'est hyper normé. On peut continuer à réfléchir là-dessus, et effectivement, il y a encore des progrès à faire. Mais voilà, il faut vraiment être très scrupuleux sur cette question. Les liens d'intérêt, oui, les conflits d'intérêt, non. Je voulais vous relayer aussi une question d'Oriane, on revient un petit peu sur cette idée des liens aussi avec la société, avec les citoyens. Pourrait-on imaginer de faire participer des patients au comité d'administration d'entreprise du médicament afin de les faire participer aux décisions stratégiques de ces entreprises qui peuvent avoir un impact sur la santé publique? Peut-être, oui. D'ailleurs, ça se fait. Oui, ça se fait déjà. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont ce qu'on appelle des comités de parties prenantes. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'acteurs de la société, dont des patients, qui viennent conseiller les instances de direction du plus haut niveau de certaines entreprises pharmaceutiques, comme ça se fait dans d'autres secteurs aussi. Nous, je peux vous dire qu'au LEM, donc au titre du collectif, on est en train de travailler avec les représentants de patients pour voir comment est-ce qu'on peut travailler de façon plus organisée. Ça se fait aussi. Donc, et encore une fois, cette défiance qui parfois anime entreprise versus société versus patient et versus médecin est délétère parce et par ailleurs, je tiens à le dire, est assez spécifique quand même au monde franco-français sur le sujet. Heureusement, c'est pas tout le temps et partout comme ça. Donc bien sûr, ça se fait et après, libre à chaque entreprise d'intégrer tel ou tel représentant d'usagers dans ces instances de direction. Ce qui est sûr et ce que je voudrais noter aussi, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs de l'entreprise, donc des salariés, qui représentent, dans le sens, donnent la voix ou la réflexion des patients dans les comités de direction de ces entreprises. C'est essentiel, il faut qu'on ouvre le capot et qu'on fasse rentrer les gens dans la voiture. Il y a ces deux notions.
Allez-y, je vous en prie. Oui, vous avez beaucoup parlé de transparence, j'ai beaucoup apprécié votre image d'ouvrir le kimono, mais, et le capot maintenant. Mais Il y a eu un kimono quand on voit avant. quand même ce qui se passe depuis 8 mois, qu'au fond, tout le monde est devenu un peu médecin, spécialiste, en tout cas s'invite dans des débats, et pas un dîner où on n'en parle pas, et quand vous allumez la télé, on parle quasiment de ça tout le temps. Et au fond, il y a une découverte que font les citoyens français, c'est celle de la controverse scientifique, qui est une habitude, au fond, de discussion normale entre chercheurs, entre praticiens, entre médecins dans la médecine, et entre scientifiques de manière plus générale. Mais au fond, ça crée énormément de questionnements et même de défiance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui disent on ne comprend pas, il y a telle pétition de médecins qui dit que, et sans reparler du professeur Raoult, qui dit qu'il faut porter le masque, d'autres qu'il ne faut pas, qu'on va trouver un vaccin, d'autres qu'on ne va pas trouver le vaccin, qu'on ferait vraiment... Et donc, ma question, c'est de dire, attention, c'est très bien de faire des efforts, vous en avez fait beaucoup et vous en parlez très bien, sur une meilleure ouverture, une intégration des parties prenantes, davantage de transparence dans les process, dans les données. Mais au fond, est-ce que c'est suffisant pour recréer de la confiance? Est-ce qu'on ne doit pas en parallèle mettre l'accent sur la pédagogie? Est-ce que vous ne déplorez pas, et est-ce que vous avez des moyens de le corriger, le fait que la culture scientifique moyenne bien ne suffit sûrement pas à s'armer pour comprendre et pour, je dirais, absorber ces débats qui sont quand même compliqués et qui pourtant sont devenus des débats de tous les jours? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? C'est vrai que cette question a été posée aussi tout à l'heure sur ce rôle de pédagogue que pourraient jouer les entreprises du médicament. Oui. Non, sur la pédagogie, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure aussi. Nous, l'effort de pédagogie qu'on souhaite faire, et d'ailleurs qu'on essaye de faire aussi un peu ce soir sur ce format-là, il nous anime beaucoup dans nos travaux et pour les entreprises. Encore une fois, dans un cadre où pour les entreprises individuellement, c'est pas si simple que ça d'aller parler au grand public, aux patients. La pédagogie, c'est clé, hein. La pédagogie, surtout dans notre secteur où on est tous des experts, on est tous des sachants. Je pense qu'il faut qu'on puisse vraiment parler vrai, parler un langage qui est compréhensible de tous. Et cet effort de pédagogie doit se faire. Aujourd'hui, on le fait déjà énormément avec les professionnels de santé, avec les autorités, où nous expliquons. Par contre, je pense que nous ne l'avons pas encore beaucoup fait avec le grand public. Donc ça, je pense que c'est une étape importante pour nous, hein, de sortir de notre sphère et d'aller vraiment, d'ouvrir le kimono, d'aller vers le public, vers tout public, quel qu'il soit, dans toutes les régions. Et vraiment, on est là et on peut expliquer avec des mots simples, ce qui n'est pas facile pour nous, hein, pas pour les autres, mais vraiment des mots compréhensibles de tous. Alors j'ai d'autres questions, à moins que... Non, je me permets de relayer les questions que j'ai, qui viennent des internautes. Que pensez-vous de l'offensive Trump en matière de prix aux États-Unis? Peut-il y avoir des répercussions pour les prix en France? Majeures. Majeures. Il faudra voir si cette offensive prospère, mais il faut quand même admettre une chose, hein, enfin prendre conscience d'une chose, c'est que effectivement les niveaux de prix des médicaments aux États-Unis sont entre 30 et 60% supérieurs au prix du médicament en Europe. Hein. Donc il y a un différentiel absolument énorme. C'est leur politique, c'est leur choix de société, c'est comme ça. Mais c'est aussi cette manne d'argent qui contribue énormément à l'innovation produite pour le monde entier par ailleurs. Donc là, effectivement, quand on comprend ça en termes de modèle économique mondial, on se dit que s'il y a une pression qui s'exerce de ce côté-là, on va avoir un petit problème de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai que c'est une espèce de retour de bâton pour les Américains, en tout cas ceux qui participent de ce modèle économique, maintenant de potentiellement avoir leur prix indexé sur les prix européens. Hein. Et donc, il y a un équilibre. Enfin, tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce modèle économique de l'industrie pharmaceutique, il est en pleine mutation. Il faut en avoir conscience. On n'a pas parlé aussi de l'irruption de la production asiatique aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant un pays continent qui est la Chine et qui devient un innovateur sérieux. Avant, la Chine était un pays industriel de médicaments, mais qui était surtout inscrit dans la copie de médicaments. Aujourd'hui, la Chine est un puissant
porteurs d'innovation, notamment dans les thérapies géniques. Ouais. Et le modèle de la Chine ne sera pas le modèle de prix élevé, ce sera un modèle de volume important. Donc tout ça modifie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais considérablement l'équation du modèle économique de la pharma. C'est une époque passionnante, mais c'est pour ça qu'il faut se garder jugement définitif sur le prix des médicaments et tout cela. Tout ça va bouger de manière considérable. Une question sur le plan de relance qui nous vient des internautes. Les labos sont-ils en phase avec le plan de relance? Est-ce que vous avez eu un cadeau du gouvernement? Alors, non, je ne sais pas ce qui est entendu par cadeau ou quelle est l'idée de notre internaute sur le sujet. En phase avec le plan de relance, je veux dire, d'un point de vue industriel, oui, par rapport aux questions justement de localisation ou de relocalisation, puisqu'il permettra à un certain nombre d'acteurs, pas que des entreprises du médicament, bien entendu, de développer ou d'initier des unités de production, peut-être dans certaines zones privilégiées du territoire français, sur le sujet de la production des médicaments. Après, le plan de relance, il a d'autres composantes, notamment la composante environnementale qui nous intéresse beaucoup aussi, Oui. qui est propre à tous les secteurs industriels, qui est importante. Et l'autre composante qui est importante pour les entreprises du médicament, c'est les initiatives de soutien à la recherche, notamment à la recherche publique, mais en gros aux collaborations de recherche publique qui vont aussi générer des bénéfices en termes d'innovation, qui sont soulignés dans le plan de relance. Toute la dimension numérique dont on a parlé tout à l'heure. Mais franchement, pas où est le cadeau ou la suspicion de cadeau, mais en l'occurrence, elle ne nous est pas apparue de façon évidente Non, il y a un soutien qui nous est précieux dans ce plan de relance, c'est celui des PME. Ouais. On ne sait pas suffisamment que 2/3 du tissu industriel de la pharma en France est constitué de PME, et parfois de toutes petites entreprises. Donc tout le volet spécifique aux PME, les aides de trésorerie, etc., peuvent être effectivement précieuses pour notre secteur. D'accord. Je reviens sur une question de Claire sur l'innovation. L'innovation, dit Claire, c'est aussi la e-santé. Or, la dynamique semble plutôt être du côté des nouveaux acteurs, des start-up, etc., que du côté des laboratoires, et ces solutions semblent avoir du mal à intégrer le système de santé. Pourquoi, d'après vous? Je dirais, ce que dit Claire est très juste. Aujourd'hui, la dynamique d'innovation en e-santé, télémédecine, télésurveillance, exploitation de données, etc., vient beaucoup plus de tout petits acteurs, qui sont parfois des acteurs du numérique, qui sont des acteurs du numérique ou avec une composante santé, et on voit énormément de choses bouger, malheureusement pas encore systématisées dans le système de soins. Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire pendant le Covid, c'est quand même pendant la Covid, c'est qu'on a vécu, là pour le coup, des modes de prise en charge ou des modèles de prise en charge qui sont développés de façon extraordinaire, liés aux solutions technologiques numériques de santé, télémédecine, etc. Les entreprises du médicament accompagnent ça. Elles accompagnent ça à la fois parce qu'elles savent que la composante de leurs produits ou de la bonne utilisation de leurs produits, Eric parlait tout à l'heure de l'observance, passe aussi par les solutions numériques qui peuvent aider les patients à bien se prendre en charge sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner alors? Alors accompagner, ça veut dire qu'elles créent ou elles soutiennent le développement de solutions qui vont accompagner telle offre de traitement pour telle maladie. D'accord. Donc elles développent leurs solutions, leurs applications qui vont permettre de s'assurer que le diabétique est bien pris en charge en fonction d'autres paramètres, la sédentarité ou d'autres activités. Puis aussi, c'est un mode de travail, de partenariat. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire jusqu'ici. Soit on achetait carrément la start-up, soit on demandait un service. Vous parliez de l'intelligence artificielle. Déjà, on ne comprend pas beaucoup. Donc il faut, quand on rencontre une start-up, on parle pas le même langage. Ça se fait de plus en plus. Et on voit aujourd'hui, les stratégies d'alliance, les partenariats sont devenus indispensables. Et donc c'est quelque chose, on parle des mutations, c'est quelque chose qu'on est en train aussi d'apprendre à travailler ensemble, à se respecter ensemble, et non pas être uniquement dans une situation de labo versus start-up versus PME, etc. Ça, c'est un angle intéressant d'un point de vue pédagogique peut-être. Je sors du seul domaine du numérique, mais l'intrusion des startups dans le monde de la pharma. C'est un truc qui s'est produit au début des années 2000, et c'est fascinant. Quand vous regardez les chiffres, vous voyez très nettement que les big pharma, comme l'on dit, appauvrissent ou s'appauvrissent en termes de capacité à produire de l'innovation à la fin des années 90. Mais c'est très très frappant.
Moi, je crois beaucoup à l'effet de taille pour expliquer ça. C'est-à-dire qu'elles se sont absorbées les unes des autres, il y a eu d'énormes fusions-acquisitions, et en général, plus on grandit et moins on est productif, parce que pour être inventif, il faut être peu nombreux, pas s'embarrasser de trop de standards. Et du coup, on a vu l'intrusion des startups dans notre modèle. C'était très perturbant, parce que avant, au fond, on passait de la recherche académique, donc l'université, l'hôpital, qui inventait les concepts, et on allait directement dans le grand labo qui faisait la recherche appliquée, puis après les essais cliniques, le développement. Et là, au milieu, se pointent des jeunes professeurs tournesol dans un garage, j'exagère évidemment, mais qui inventent des molécules géniales. Et c'est grâce à ça qu'on vit cette époque formidable, depuis les années 2010, de vagues d'innovations successives, probablement comme on n'a jamais connu dans l'histoire. Donc c'est un modèle formidable. Mais il introduit, et il ne faut pas le nier, il introduit un chaînon capitalistique dans la chaîne de valeur, si vous voulez, qui n'est pas pour rien d'ailleurs pour l'enchérissement de certains médicaments. Parce que, au fond, le job de ces startups, c'est d'inventer, ça c'est génial, mais après elles n'ont pas les moyens de faire ce qui est le plus coûteux dans la chaîne de valeur, qui est le développement, les essais cliniques. Et seuls les laboratoires pharmaceutiques peuvent prendre le relais. Et donc vous avez là quelque chose qui modifie structurellement, véritablement, le modèle économique. C'est un sujet passionnant, mais vous comprenez à quel point tout ça se bouscule en ce moment. Et 60% des médicaments qui sont aujourd'hui lancés par l'industrie pharmaceutique classique proviennent de ces startups. Vous avez... Pardon, alors, allez-y, Thomas Borel, parce que et je vous donne la parole. Les entreprises du médicament, qui sont d'ailleurs demain peut-être appelées des entreprises de santé, ont des atouts importants pour développer ces approches numériques de prise en charge. D'abord, elles connaissent en général plutôt très bien, sur les secteurs industriels, les champs thérapeutiques qui sont les leurs, parce qu'elles y travaillent depuis des années. Deuxièmement, comme le disait Eric à l'instant, elles ont des capacités, des rigueurs scientifiques et des méthodes de recherche que dans le domaine de la santé, nul autre n'a. Et troisièmement, elles ont des capacités ensuite de le développer ou de le déployer de façon large, parce que ce sont des grandes entreprises souvent, ou des grosses entreprises souvent. Et donc ce lien, comme le disait Catherine, entre les startups, l'innovation des startups et le déploiement ou la recherche appliquée au déploiement de ces solutions est extrêmement important. D'accord. Je vous donne la parole. Afin de ne pas décroître, est-ce que vous pensez que les industries pharmaceutiques vont avoir besoin en fait de développer des dispositifs médicaux, d'intégrer du coup le numérique avec la molécule associée, et donc ne plus se limiter uniquement à la production de médicaments, et donc du coup cette synergie entre dispositifs et médicaments va permettre en fait d'améliorer l'observance, on en parlait tout à l'heure, vis-à-vis du patient. C'est simple, je pense que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez 10 ans pour développer un médicament qui est extraordinaire, où on fait tout pour l'amener dans la pharmacie, dans la ville, et là, on sait que l'observance est autour de 40 à 50%. C'est-à-dire que, parce que nous, notre raison d'être, c'est quand même de guérir. Donc, vous imaginez, à la fin, in fine de tout cela, seulement un traitement sur 2 est suivi. Donc, on a besoin de ces outils, et on sait que c'est très complexe. C'est pas parce que le médecin dit prenez votre médicament que le patient va le faire. Et on a besoin de ces outils-là aujourd'hui pour améliorer et de monter ces 50% à 80%, voire 100%. Alors, ça pose, des problèmes concrets, ce que dit Catherine, parce que effectivement, il y a longtemps qu'on se sent beaucoup plus porteur de solutions thérapeutiques que vendeur de boîtes. On le disait tout à l'heure. Mais pour faire ça ensemble, idéalement, pour porter ces solutions de manière intégrée et ensemble auprès du patient, c'est un parcours du combattant. Parce que pour ça, il faut passer à travers l'évaluation du médicament. Et vous le savez, l'évaluation du médicament et l'évaluation du dispositif, c'est pas le même chemin, ça prend pas le même temps. Ça ne se fait pas forcément de manière synchrone. Et puis après, il faut négocier le prix de ces deux composants. Et là aussi, c'est pas le même parcours, c'est pas la même temporalité. Si vous ajoutez là-dessus un acte spécifique qui doit être fait par un médecin, vous en avez pour 2 ans. Vous voyez, donc on a vraiment des problèmes de cohérence, d'accès au marché pour arriver à véritablement pouvoir porter ensemble ces solutions intégrées. Mais c'est ça l'avenir. Vous vouliez réagir Même le présent, d'ailleurs. Donc du coup, les entreprises ont actuellement levé des fonds en fait pour pouvoir développer ça directement à l'intérieur, et c'est-à-dire ne pas faire appel à une start-up, puisque du coup elles ont connaissance de leurs molécules, et donc du coup de développer le dispositif. Ou en partenariat avec les startups. Oui. Nous, on a des molécules par exemple en phase 1 ou 2, donc il faut faire de manière très précoce, où la molécule est développée avec un device, avec même une solution intégrée, au-delà du comprimé ou de l'injection.
Et j'ai autre chose, toujours sur le même sujet, mais on parle de vieillissement de la population. Est-ce que ces dispositifs ils sont adaptés à cette population-là, qui n'est pas forcément adepte du numérique et tout ça? Est-ce que derrière, il y aura une formation, en fait, du pharmacien, par exemple, officinal, qui peut former cette population vieillissante sur le dispositif médical? Et donc, du coup, comment bien l'utiliser? Parce que c'est bien de l'avoir, il faut savoir l'utiliser pour que l'observance augmente aussi. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais les expériences existantes, il y en a plusieurs. Je pensais en vous écoutant à un dispositif médical, en fait un dispositif plutôt digital, qui accompagne les patients insuffisants cardiaques à la sortie de l'hôpital. Vous savez, le risque de réhospitalisation quand vous avez fait un premier œdème aigu du poumon, une poussée d'insuffisance cardiaque, il est absolument majeur et c'est un enjeu de morbimortalité absolument majeur. Eh bien, avec une simple tablette, un iPad, au fond, on suit à la maison son poids, son régime alimentaire, un certain nombre de signaux qui sont assez simples, au fond, à capter, et tout ça est envoyé à un centre expert qui pilote et qui corrige votre diététique ou bien même vos médicaments à distance. Et toutes les études qui ont été faites sont extrêmement probantes. On diminue le risque de réhospitalisation de manière extrêmement significative. Ce sont plutôt des sujets âgés qui utilisent ces dispositifs et ça marche plutôt bien, parce qu'ils sont simples au fond. Et moi, je ne sais pas, moi j'ai des parents qui ont 90 ans, ils sont capables d'utiliser un iPad. Je pense que c'est votre cas, s'il n'y a pas beaucoup de manip à faire. Mais c'est un enjeu, il y a un enjeu pédagogique, évidemment. Et pour conclure, pour les aidants, c'est-à-dire que moi je veux savoir si ma grand-mère prend le médicament, si elle le prend bien, si elle a une chute par exemple, etc. Et je crois fondamentalement que ce sera l'avenir, que être fournisseur de boîtes de médicaments ne suffira pas. Je vous remercie beaucoup. On va finir sur cette note qui nous tourne vers l'avenir et vers des évolutions encore qui vont encore concerner les entreprises du médicament. On arrive au bout de cette première rencontre. Je vais vous remercier infiniment de votre participation, d'être venu ici. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci aux internautes qui nous ont suivis et qui ont posé des questions activement ce soir. J'espère que toutes vos questions ont pu être posées. Merci à tous d'avoir participé à ce premier PharmaFacts organisé par le LEM. Vous pouvez continuer à échanger sur cet événement à travers le hashtag PharmaFacts. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous. Et d'ouvrir le kimono. Et d'ouvrir le kimono, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment et à très bientôt à tous. Merci, au revoir.